Vincent Juguet, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes président de l'AFIT, une association donc qui regroupe 300 adhérents spécialisés dans la fusion-acquisition. Comment ils intègrent votre association? Sur quels critères ces adhérents? Déjà, l'AFIT voulant dire Association pour le financement et la transmission d'entreprise, nos Ça porte adhérents bien son sont nom. n'est-ce pas, nos adhérents sont des cabinets des conseils qui vont accompagner un dirigeant d'entreprise lorsqu'il veut vendre son entreprise ou lorsqu'il veut faire de la croissance externe ou lorsqu'il veut lever des fonds au moment d'un projet important. Et en fait, c'est notre rôle de conseil en fusion-acquisition. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont effectivement, qui viennent à l'AFIT, moyennant effectivement toute une procédure d'admission Espèce de bien cahier des charges. spécifique, avec un respect de la déontologie, avec des obligations de formation, etc. Est-ce que ce sont, comme on l'imagine, de gros cabinets en général? Il y a les gros, on est très fiers d'avoir effectivement notamment tous les Big Four avec nous, mais ça va, et la grande majorité, ce sont plutôt des cabinets indépendants, avec souvent un professionnel, nous avons aussi des réseaux organisés ou des filiales de banque. On a vraiment tout le spectre des conseils Donc ça en va fusion-acquisition. vraiment de la petite structure à la grosse. Est-ce que ça correspond à la typologie des clients qu'ils ont en face d'eux? Eh bien, écoutez, tout à fait, parce que on pense que la Ouais. fusion-acquisition est réservée pour les grands groupes, C'est mais l'idée ce n'est pas le reçue, cas. c'est vrai. C'est une idée reçue Mhm. parce qu'on doit faire à peu près 70 ou les trois quarts de nos opérations avec des entreprises qui font moins de 10 millions de chiffre d'affaires ou qui ont quelques salariés, voire même pas de salariés lorsqu'on travaille avec des startups. Alors, quel intérêt ont ces entreprises, qu'elles soient effectivement des TPE ou des grands comptes, à faire appel à un conseil haut de bilan? C'est comme ça qu'on appelle ça. Déjà, avoir affaire à un professionnel, et ils vont gagner beaucoup de temps. Parce que ce sont des opérations longues et sur lesquelles il faut préparer, sur lesquelles on peut perdre aussi beaucoup de temps si on va voir les mauvais interlocuteurs, et notamment par exemple en levée de fonds. En levée de fonds, effectivement, aujourd'hui, les banquiers sont de plus en plus... lorsque nous intervenons déjà sur une levée de fonds, c'est lorsque l'opération est importante, telle une croissance externe ou tel un financement d'usines, création d'usines, etc. Et là, effectivement, souvent, à travers la réglementation bancaire BAL 3, les banquiers ont du mal à financer ce genre d'opération. Mais la grande chance, c'est qu'aujourd'hui, le financement de ces projets s'est vraiment démocratisé, puisqu'aujourd'hui, on a une PME a accès à des financements obligataires, à des financements participatifs, voire même à des family office qui, pour améliorer leur propre rendement, sont prêts à investir dans des entreprises, même si ce n'est pas en capital, mais en obligation, par exemple. Alors le vrai défi, j'imagine que c'est effectivement, que ce soit lors d'une cession ou d'une acquisition, de trouver le bon acteur en face. Comment vous faites pour y arriver? C'est tout notre travail, c'est toute notre connaissance sectorielle que l'on peut avoir. Et avant tout, c'est déjà de bien préparer en amont la session, parce qu'il y a des entreprises, notamment par l'attitude personnelle du dirigeant trop Faire le bon casting, voilà, qui ne sont pas forcément cessibles. Puis ensuite, il faut quand même travailler sur une évaluation raisonnable. Et puis, bien sûr, après, il faut aller chercher les acquéreurs potentiels. Et là, autrefois, nous faisions des listes peut-être de 10-15 noms pour trouver notre acquéreur final. Aujourd'hui, c'est plutôt 30, 40, 50 noms, y compris à l'étranger, pour trouver l'acquéreur, même pour une PME en France. La mission est plus complexe. Complexe, plus longue, et puis surtout les acquéreurs, ils sont prudents, et on le sait bien lorsqu'on les conseille à l'achat, ils sont extrêmement plus prudents parce que le moment, la période est difficile, il faut emprunter, etc. Donc c'est toujours un risque d'acheter une entreprise. Est-ce que votre profession peut être une solution pour régler, en tout cas en partie, le problème de la transmission d'entreprise qui est un vrai souci en France? Alors vous avez raison, Karine, de souligner ce point parce qu'aujourd'hui, l'absence de transmission d'entreprise, c'est la deuxième cause de faillite en France après l'impayé client. C'est 70 000 à 100 000 emplois perdus chaque année, c'est à peu près l'estimation que l'on a, mais c'est aussi une estimation d'un chef d'entreprise sur deux qui cédera son entreprise dans les 10-15 ans qui viennent. Donc oui, il faut trouver véritablement une solution. Et comme je dis souvent, avant de créer des emplois, il vaut peut-être mieux éviter de les perdre. Et donc ça, c'est notre rôle. Et effectivement, nous arrivons à fluidifier les opérations et à les rendre plus faciles à travers peut-être une évaluation raisonnable au départ. Et puis surtout, trouver les bons acheteurs pour l'entreprise que nous avons à céder. Vincent Juguet, merci pour ces explications. Merci à vous, Karine.